Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon lundi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne co-animent ce midi l'émission Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. T'as eu une bonne fin de semaine? Entre autres, une journée très occupée hier au Télé-Radioton. Effectivement, ça a été une grosse journée, une belle grosse journée, je dirais, là, pour moi, mais pour plusieurs aussi. Je pense au comité organisateur, à tous ceux qui ont travaillé très, très fort avant l'événement, pendant l'événement aussi. Donc, ça a été encore une fois une belle édition de ce Télé-Radioton, La Récolte. Plus de 160 000 $ qui ont été récoltés. D'ailleurs, on pourra faire le bilan. Oui, avec, on aura peut-être des nouveaux chiffres d'ailleurs tantôt. Ben peut-être effectivement parce que souvent les bilans ça augmente avec les heures qui suivent, les jours qui suivent aussi. Donc Suzanne Cassistan, la directrice générale de l'Élim des Sables, sera avec nous justement au lendemain à tête reposée là pour voir comment finalement faire un bilan de cet événement-là. Moi, je l'ai suivi surtout à la TV parce que je suis resté chez moi pour soigner ma grippe hier. Mais le Télé-Radioton, en tout cas, on a eu un bon spectacle à Cogeco TV et en direct. Il y avait pas mal de monde qui se sont déplacés aussi. On va aller voir entre autres Tremblay et Wilfrid, mais tous nos artistes locaux de talent qui ont bien performé sur scène également dans ce cadre-là hier aux Galeries Montagnaises. Donc vers 12h20, on fait un retour sur le Télé-Radioton. Vers 12h15, dans quelques instants, on s'entretient avec le président directeur général de l'Institut national des mines. L'organisme vient de publier un essai sur le succès de la formation minière auprès des Autochtones. Il a plusieurs recommandations, dont le concept de la sécurisation culturelle, qui permettrait, semble-t-il, d'améliorer la réussite scolaire des Autochtones. On voudrait adapter les milieux là où on enseigne, où on reçoit une clientèle autochtone principalement, à leur réalité culturelle pour leur permettre d'apprendre selon l'usus et coutumes. Donc, on en parle avec Robert Marquis, PDG de l'INM, l'Institut national des mines du Québec. Et puis, on va aussi parler d'un bras Jaco. C'est assez impressionnant. C'est un bras robotisé pour une personne là de la région qui est atteinte de paralysie cérébrale et qui dépend de ses proches pour tous les petits gestes de la vie quotidienne. Là. Francis Volant-Bellefleur, qu'on a découvert pour plusieurs journalistes de cette île la semaine dernière lors d'une conférence de presse jeudi après-midi au centre L'Émergent de la rue Évangéline à cette là, c'est la Fondation Défi qui lance une campagne de financement pour acheter ce bras robotisé. Ce serait vraiment génial pour sa famille. Là, le jeune homme qui a 20 ans va quitter l'école Jean du Nord. On sait qu'à partir de 21 ans, le réseau scolaire n'accueille plus cette clientèle lourdement handicapée. Or, actuellement, bien sûr, le fait qu'il soit à l'école à temps plein, ça donne un répit à sa mère et à sa famille, mais après l'école, ça va être, on envisage des moments plus difficiles pour la famille. Il n'est pas autonome. Donc, on va en parler avec sa travailleuse sociale Cindy Robichaud qui sera avec nous à compter de 12h25 à Côte-Nord Attitude. On devrait entendre des enregistrements que Francis Volant-Bellefleur a réalisés avec un appareil qui lui est mis à sa disposition à l'école Jean du Nord qui lui permet de communiquer. C'est assez spécial. On va entendre ça donc à compter de 12h25. Et puis en fin d'émission, on a notre chronique La Nouvelle d'intérêt. Steve Chappado de la Caisse d'économie, comment est-ce qu'on l'appelle exactement? La Caisse d'économie des Jardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord. Steve Chappado sera avec nous en fin d'émission. On parle entre autres de la visite récemment du nouveau chef de la production chez Champion Iron. Donc on parle de l'éventualité d'une réouverture de la mine du Lac Bloom, une mine de fer, avec Steve Chappado en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Voilà, avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Mais d'abord, on vient d'avoir le rapport du BST du Canada concernant l'accident survenu, un accident mortel en hélicoptère près de cette île en septembre 2015. Le Bureau de la sécurité des transports estime que c'est une perte de maîtrise de direction qui a mené à cet accident. 2 passagers, Blandine Pinette-Fontaine et Pierre-Michel Fontaine, d'Ouachat Macmaliotenam, avaient subi des blessures mortelles lors de l'événement. Le pilote et 2 autres passagers ont été grièvement blessés lors de l'événement à la passe à saumon sur la rivière Nipissis au nord de cette île. L'hélicoptère Bell 206B exploité par la compagnie Elinor réalisait l'approche finale vers le site d'atterrissage lorsque l'appareil a amorcé une rotation intempestive vers la droite, à quelques pieds du sol. Après quelques tours, l'hélicoptère s'est écrasé lourdement sur le côté. Un incendie a pris naissance dans la tuyère du moteur, mais les gens sur place l'ont immédiatement éteint. L'enquête a permis de déterminer que le pilote a perdu la maîtrise de l'hélicoptère à une attitude qui empêchait tout rétablissement. Le 8e Téléradioton, la récolte de l'Élim des Sables, a rapporté 163 524 $ à la clôture de l'événement hier aux Galeries Montagnaises. D'autres fonds de dernière minute permettront de s'approcher de l'objectif de 175 000 $ du Téléradioton, diffusé par Disco Flash, Cogeco TV et Pure FM 94.1. Les gens présents aux galeries ont profité d'un spectacle de qualité avec plusieurs artistes d'ici et de l'extérieur, dont Nathalie Noël et Wilfred Leboutillier. Le Téléradioton constitue la principale source de financement public de la maison de soins palliatifs l'Élim des Sables, qui accueille gratuitement les personnes en fin de vie sur la rue Arnaud. Le ministère de la Santé fournit environ 50% du budget de l'organisme avec une subvention annuelle de 430 000 $. Après le crabe des neiges la semaine dernière, les premiers débarquements de crevettes nordiques ont commencé samedi sur la Côte-Nord. Un pêcheur a alimenté 2 poissonneries au grand plaisir des consommateurs à cette île. Les débarquements de crevettes ont diminué de 10% l'an dernier, alors que le prix moyen obtenu par les pêcheurs a augmenté de près de 15%. Les quotas sont encore en baisse pour la saison qui a commencé en fin de semaine. Les scientifiques remarquent une diminution des stocks de crevettes dans plusieurs zones du nord du Saint-Laurent depuis quelques années, une augmentation du nombre de prédateurs et des changements climatiques expliquerait en partie la diminution de la biomasse de crevettes nordiques. La députée fédérale de la Côte-Nord prétend avoir eu des rencontres constructives lors du Congrès de Montréal sur le bois la semaine dernière. Marilyn Gill a rencontré des acteurs de premier plan dans le conflit commercial sur le bois d'œuvre, dont le négociateur en chef pour le Québec, Raymond Chrétien. La députée du Bloc québécois a aussi discuté avec un dirigeant du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Ils ont parlé des particularités de la Côte-Nord, comme l'éloignement des marchés, qui est un enjeu pour les entreprises opérant dans la région. Le Parti québécois estime pour sa part qu'il a obtenu un gain important pour les producteurs forestiers des régions avec l'annonce dans le budget libéral d'une somme de 10 millions de $ pour lutter contre l'épidémie de tordeuse des bourgeons. Les députés provinciaux de la Côte-Nord, Martin Ouellette et Lorraine Richard, réclament une telle aide financière depuis plus d'1 an. Et puis aux nouvelles du sport, les 4 équipes double lettres de cette île ont remporté les championnats régionaux de hockey mineur cette fin de semaine. Il s'agit d'une première dans l'histoire de l'association de hockey mineur de cette île. Les Basques représenteront la Côte-Nord pour la Coupe Dodge aux championnats provinciaux dans les 4 catégories. L'événement se déroulera dans la grande région de Montréal du 19 au 23 avril. Les Basques Bantam 2B de cette île ont gagné la série 3-5 contre les Vikings en 3 parties. Les Basques Atome, Pee-Wee et Midget ont cumulé 3 victoires et 1 défaite contre Bécomo en fin de semaine. Éloi Verrette des Basques de Atome 2B a été nommé le meilleur espoir de hockey Côte-Nord 2017. Plus de 90 parties se disputaient dans les 2 arénas de la rue Joliette à Sept-Îles cette fin de semaine. Quelques 48 équipes de partout sur la Côte-Nord rivalisaient pour la fin de la saison du hockey mineur régional. Les équipes championnes dans les catégories simple lettres pour la saison 2016-2017 sont de Port-Cartier, Bécomo, Havre-Saint-Pierre, la Haute-Côte-Nord et Fermont.
L'Association de hockey mineur de Sept-Îles a profité de la cérémonie d'ouverture des championnats régionaux vendredi pour rendre hommage aux membres du Club Optimiste qui organise le tournoi Ferro depuis 40 ans. Il y a aussi les missiles de Sept-Îles qui ont remporté la médaille d'or dans 3 catégories hier au championnat provincial de ringuette sur la rive sud de Montréal. Dans la catégorie Inter-B, l'équipe de Sept-Îles a vaincu Saint-Hubert 3-1 en finale. Chez les juvéniles B, les championnes de Sept-Îles ont inscrit 9 buts pour en accorder seulement 3 lors du match ultime contre Boisbriand. Les jeunes Atomes B ont décroché la bannière de championne provinciale avec un blanchissage de 4-0 contre Val-d'Or. Ben voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. Orange, la couleur que prendra cette île du 4 au 7 mai prochain, alors que la visite de partout au Québec débarquera en ville. Ce sera la 39e édition du tournoi de volleyball Orange Alouette. Ne manque pas ça, inscris ton équipe d'ici le 6 avril en ligne au www.tournoi-orange.com. Il en coûte 320$ pour les équipes adultes de 6 à 8 joueurs ou 360$ pour celles de 9 joueurs. Pour les formations de moins de 18 ans, l'inscription est au montant de 220$. L'inscription comprend l'entrée sur les sites et au volley-bar, l'endroit de party et de spectacle pour les 18 ans et plus. Au plaisir de vous avoir avec nous du 4 au 7 mai pour le 39e tournoi de volley-ball Orange Alouette. La vie, ça n'a pas de prix, c'est vrai. Mais lorsqu'une personne qu'on aime nous quitte, il ne faut surtout pas laisser nos émotions guider certaines de nos décisions. Depuis plus de 30 ans, la Maison funéraire AGM est au service des familles. Et les services exclusifs qui y sont offerts ont été établis pour respecter vos volontés et votre budget. Être accessible et abordable, c'est beaucoup plus que de simples mots. La Maison funéraire AGM, 851 Boulevard L'Or à Sept-Îles. 88 962 1011. Comparez et vous gagnerez. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, Valérie, on va parler de la formation des Autochtones qui se dirigent vers l'industrie minière. On sait qu'il y en a de plus en plus, notamment avec le projet de Tata Steel à Shefferville présentement. On forme beaucoup d'Autochtones et là, il y a une réflexion qui est bien amorcée sur comment former ces gens-là, sur la réussite scolaire de la formation professionnelle des Autochtones. On va en parler avec le président-directeur général de l'Institut national des mines qui publiait un essai sur le sujet tout récemment. Bonjour, Monsieur Robert Marquis. Bonjour, M. Saint-Pierre. Vous allez bien? Oui, très bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez ici à Sept-Îles en direct là, pour une conférence devant les gens d'affaires où on parlait, entre autres, des changements là, dans l'emploi dans l'industrie minière à venir. Les Autochtones vont le vivre aussi, tous ces changements-là. Hein? Absolument, absolument. Ils sont au cœur de l'activité minière qui se déroule sur le territoire du Plan Nord. Oui. Et des Autochtones en formation minière, il y en a eu beaucoup dans la région de Sept-Îles. Là. Je pense que le projet de Tata Steel à Shefferville, c'est un bon exemple d'intégration des Inuits, des Naskapi chez nous. Depuis le tout début du projet, là, avant même qu'il y ait des opérations minières comme telles, là, c'était déjà une préoccupation. On le voyait déjà par la présence d'Armand McKenzie parmi les principaux dirigeants de Tata Steel, là, qui est lui-même d'origine Innu et qui occupe une position qui lui permet de favoriser l'emploi d'Autochtones, de travailleurs qui viennent de plusieurs communautés. Il y en a des deux côtés, du côté québécois, du côté du Labrador. Donc une problématique assez complexe. Et M. McKenzie menait ça de main de maître depuis le début, toujours en favorisant l'emploi de travailleurs autochtones. Oui. Monsieur Marquis, on peut rappeler que c'est votre spécialité, là, l'Institut national des mines, tout ce qui touche à la formation minière. On l'a vu la dernière fois que vous êtes venu à cette île, là, c'est important parce que les tâches dans les mines vont beaucoup changer. D'ailleurs, c'est déjà amorcé, là, l'automatisation, puis la robotisation dans les mines. Là, pour les Autochtones, dans le fond, ce que vous avez publié jeudi passé là à Val-d'Or, c'est un essai sur la formation des Autochtones. Et ce que vous dites, c'est qu'il faudrait peut-être pas prendre les programmes qu'on a d'existants puis d'essayer de l'appliquer directement aux Autochtones. Il faudrait peut-être considérer leurs particularités culturelles.
Oui, absolument. Adapter les programmes, adapter les endroits aussi, les établissements dans lesquels on donne ces programmes-là pour lui accorder davantage d'importance aux préoccupations ou aux spécificités culturelles. Adapter la formation à des spécificités culturelles, c'est se donner les moyens d'augmenter le taux de réussite. Et c'est ça qu'on vise, augmenter le taux de réussite, augmenter la rétention des gens, les encourager, les mobiliser, les motiver à aller jusqu'au bout de leur programme de formation. Vous savez, c'est pas facile de réaliser un programme de formation du début à la fin. Et quand on vient d'une communauté et qu'on doit quitter sa communauté pour aller chercher de la formation en dehors, dans un milieu qu'on connaît moins, auquel on n'est pas habitué, ça ajoute encore à la difficulté. Donc, c'est de se préoccuper de ces aspects-là qui sont des aspects culturels importants. Et c'est un gage de réussite et de succès pour la formation. Et c'est dans ce sens-là qu'on a rédigé l'essai que vous avez mentionné là, il y a quelques instants. Il y a quelques bons exemples dans votre communiqué de presse qu'on a reçu la semaine dernière. Là, j'imagine que dans l'essai comme tel, il y en a d'autres aussi. Mais on parle entre autres des cafétérias, de leur offrir des repas là, traditionnels, par exemple. On parle d'aménager des espaces dans nos écoles où ces gens-là vont se sentir intégrés, respectés. C'est un peu le genre de choses là, qu'on envisage finalement. On a tous des endroits où on va pour se ressourcer, ça peut être notre bureau, ça peut être un endroit, parfois pour certains c'est des lieux de culte, tout ça. Et là, et dans les établissements d'enseignement, il y a d'ailleurs très souvent des locaux étudiants, par exemple, qui sont destinés là à créer un endroit où les jeunes, les élèves ou les étudiants vont se ressourcer, parler entre eux de leurs problématiques, puis ils repartent de là avec réénergisés, puis capables d'affronter les difficultés du quotidien. Et là, ce qu'on mentionne, c'est que pour une clientèle autochtone, bien, c'est assez important qu'eux aussi aient un lieu où ils puissent se retrouver, se reconnaître, qu'ils puissent décorer à leur goût, faire des activités ensemble, se motiver les uns les autres, accueillir des gens aussi qui ne sont pas nécessairement des autochtones, mais pour leur faire partager un repas, par exemple, traditionnel ou quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est une des choses, un des exemples qu'on donne dans l'essai, là, qui est associé au besoin de recréer une espèce de communauté dans un milieu qui peut apparaître un peu étranger. Donc, c'est un des aspects. L'autre aspect important, c'est celui de augmenter le niveau de compétences culturelles des gens qui interviennent auprès des jeunes étudiants autochtones, que ce soit leurs enseignants, mais aussi leurs collègues de classe, leurs amis, tout ça. Des gens qui connaissent pas nécessairement la culture autochtone, alors créer des conditions qui permettent de connaître davantage la richesse culturelle des Autochtones du Québec. Et ça, on le fait pas suffisamment. Et je pense que les gens c'est ce qu'on a documenté, les compagnies qui le font ou les centres des établissements scolaires qui le font ont plus de succès, ont des taux de succès plus élevés de leur clientèle autochtone. Donc, ce sont des éléments là qui touchent à la culture, mais à deux aspects bien différents. D'une part, recréer la communauté. D'autre part, chez les gens avec qui on intervient, développer leurs compétences culturelles. Oui, j'ai l'impression qu'il y a déjà des gestes qui ont été posés. Je pense au Cégep de Sept-Îles, au pavillon Alouette de l'Université du Québec à Chicoutimi, tout près du Cégep de Sept-Îles. Je pense au projet aussi. Les Autochtones sont en train de construire un centre de formation professionnelle pour les Inuits dans la communauté de Ouachat ici. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous mettre au fait de toutes ces initiatives-là lors de votre dernier passage chez nous, mais il y a peut-être des bons exemples ici qui appuient votre thèse, là. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup aller vous visiter à cette île, comme vous le savez. Je vais pas assez souvent, mais il y a encore plein de nouvelles découvertes à faire dans le secteur de cette île, c'est certain. Et vous avez raison, il y a plein de belles initiatives qui se font un peu partout sur le territoire, et c'est ça qu'on a voulu documenter également. Là. Essayer de sortir, plutôt que de faire un catalogue de tous les exemples qu'on avait, il y en a plusieurs effectivement. C'est une préoccupation partagée par beaucoup de monde. On a essayé de synthétiser ça dans un document plutôt plus condensé, et c'est ce qu'on a sorti. Mais vous avez raison de le souligner. Là, c'est une préoccupation qui est au goût du jour, je dirais, où les gens savent l'importance que ça a. C'est une main d'œuvre importante pour l'industrie minière, là, la main d'œuvre autochtone, et c'est des gens qui habitent le territoire, tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on doit faire avec eux, et c'est ce qu'on espère que l'essai qu'on a
produit la semaine dernière va être une petite pierre là qui va permettre là, de construire cet édifice-là au fur et à mesure. C'est un peu une petite contribution à ce besoin qu'on a de se rapprocher des gens d'une autre culture qui vivent sur le même territoire que nous, mais qui ont une autre culture et qui ont peut-être un peu de mal là, à s'intégrer dans le système éducatif standard là, du Québec. Là. Monsieur Marquis, oubliez pas de mettre sur votre liste là, d'en envoyer une copie de l'essai au Centre de formation professionnelle AW Gagné à Sept-Îles, qui a plein de projets ces jours-ci, puis qui forme beaucoup d'Autochtones là, en attendant justement que le projet de CFP des Inuits soit complété. Dans le fond, votre message s'adresse justement aux écoles d'enseignement professionnel, mais aux entreprises aussi. Hein, ces gens-là, quand ils vont être sur le marché du travail, ils vont avoir peut-être les mêmes besoins en termes d'identité culturelle. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et inquiétez-vous pas pour cette île, là, M. Maltais, Lucien Maltais, le directeur général de la commission scolaire, et il a sur déjà le conseil d'administration de l'Institut national des mines. Donc, il a déjà reçu une copie, lui, du document. M. Bérère aussi, du Cégep, hein? Oui, Monsieur Bérère également était au conseil pendant plusieurs années, était remplacé dernièrement par Monsieur Maltais. Donc, c'est des gens qui suivent nos travaux de très près et qui sont des collaborateurs importants pour nous dans les deux cas d'ailleurs. On parle donc d'une approche expérientielle, l'apprentissage, le processus social, soutenir les familles et la communauté. Pour vous, c'est réaliste tout ça? Quand même, à l'école, on a d'autres préoccupations d'habitude que de s'occuper de ce genre d'à côté-là. Dans les entreprises aussi, non? Ben, dans des écoles, vous avez raison, on ne le voit pas souvent, mais en entreprise, vous seriez surpris de savoir qu'il y a plusieurs entreprises minières qui organisent des visites pour les familles et les membres de la communauté qui veulent venir mieux comprendre ce que ça veut dire quand un des membres de la communauté vient travailler sur un site minier. Et même malgré la distance, plusieurs compagnies le font et je pense entre autres à la compagnie Radlin de Glencore qui occupe qui opère la mine Radlin dans le nord du Québec depuis une vingtaine d'années. Et depuis qu'ils font ça, depuis qu'ils amènent sur le site minier des membres de la famille de leurs travailleurs autochtones, ils ont augmenté énormément le niveau de rétention de leurs employés. Donc, il y a eu des bénéfices concrets pour eux là dans la productivité de ces gens-là et de leur entreprise. Donc, c'est des investissements qui valent la peine d'être faits. Ça se fait moins souvent dans les établissements d'enseignement, malgré que des journées portes ouvertes, on en voit de temps à autre. Et ça pourrait se faire davantage peut-être au cours des prochaines années. Oui, actuellement, une compagnie comme Tata Steel, là, c'est jusqu'à 150 travailleurs autochtones qu'on a recrutés, 25% de la main-d'œuvre autour du projet là, DSO qu'on appelle du côté de Shefferville. Ils font le bon choix, ces compagnies-là, en misant sur une clientèle autochtone, la formation des autochtones et tout ça. Quand on a le temps de planifier, ce qui est souvent le cas, là, parce qu'une mine, ça s'ouvre pas du jour au lendemain, c'est un bon choix d'intégrer les autochtones, là. Bien, vous savez, on a beaucoup parlé de la problématique du fly-in, fly-out, là, les gens, le navettage, les gens qui vont travailler deux semaines sur un site minier puis qui reviennent puis qui quittent la région pour retourner dans le sud, peu importe la localité. Et ça crée toutes sortes de problématiques et c'est très coûteux. Quand on a la chance d'avoir une main-d'œuvre qui habite à proximité, vous parlez de Tata Steel, c'est un bel exemple, c'est pas tellement loin de Shefferville, où on a la chance d'avoir des gens qui habitent le territoire et qui veulent travailler, qui veulent continuer à y habiter, eh bien, c'est certainement un bassin de main-d'œuvre très intéressant pour une compagnie minière. Donc, Tata Steel fait sûrement le bon choix. Maintenant, la difficulté qu'on voit au fil des années, c'est la rétention de cette main-d'œuvre-là sur les sites miniers. Et c'est là que l'intégration des membres de la famille, de la communauté, que les gens de l'ensemble de la communauté partagent une compréhension commune de ce que ça signifie, de ce qui est des opportunités qui s'ouvrent aux jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi comme ça. C'est là que ça prend toute son importance de développer ce lien-là fort entre une communauté et une compagnie pour assurer la rétention des gens qu'on prend la peine de former là et s'assurer qu'ils travaillent assez longtemps pour la compagnie minière en question. Donc oui, c'est un très bon choix qu'a fait Tata Steel. Eh bien, Monsieur Robert Marquis, je rappelle que vous êtes président directeur général de l'Institut national des mines du Québec qui vient de publier cet essai sur la formation minière des Autochtones qui sont de plus en plus nombreux dans cette industrie. Un gros merci, Monsieur Robert Marquis, d'avoir pris du temps avec nous en direct là à partir de l'Abitibi ce midi. Merci, M. Saint-Pierre. Au plaisir de vous revoir à cette île bientôt. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h.
Côte-Nord. Attitude. Vous prévoyez un séjour à Québec? Offrez-vous l'expérience Concorde. Situé en plein cœur du centre-ville, l'hôtel Le Concorde propose un parfait mélange d'élégance et de confort. Nos chambres multiples sauront répondre à vos besoins avec Internet haute vitesse, accès à la piscine et spa intérieur ainsi qu'à la salle d'entraînement. Régalez-vous en toute beauté avec le restaurant Ciel, notre bistrot-bar tournant avec vue imprenable sur la vieille capitale. Nombreuses activités familiales et culturelles à proximité, tarifs corporatifs avantageux et plusieurs forfaits attrayants. Leconcordequebec.com. Les séries éliminatoires de la LNH arrivent à grands pas. Pour tout savoir sur le Canadien et les équipes qui se disputeront la Coupe Stanley, rendez-vous sur absolumentfan.com et écoutez les capsules Absolument Fan diffusées sur nos ondes en fin de journée. Vous serez les premiers informés avec absolumentfan.com. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Honesty is such a lonely word. Ne sais-tu pas que je t'aime encore? Oh, won't you stay with me? I wanna live by myself anymore. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Hey, salut Martin! Pis, grosse fin de semaine? Hey, mais hein, moi et ma femme, on est allés au resto, au spa, à l'hôtel. Hey boy, ça coûte cher. Mais attends, ça c'est juste vendredi. Samedi, on est allé skier, se faire masser, puis on est retourné au resto. Coudon, as-tu gagné à la loterie? Ben non, j'ai tout acheté sur la boutique Attraction. Martin n'est pas riche, mais il a fait de grosses économies sur la boutique Attraction. Des offres exclusives à moitié prix minimum sur boutiqueattraction.com. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, Valérie, on va parler de Francis Volant-Bellefleur, un jeune homme de 20 ans qui vit à cette île et qui est atteint de paralysie cérébrale. La réalité n'est pas toujours rose pour sa famille, là, parce qu'il est dépendant. Pour tous les petits gestes de la vie quotidienne, on nous en a décrit quelques-uns en conférence de presse jeudi dernier, là. Seulement se brosser les dents, se gratter. Francis, il est pas capable de faire ça tout seul. Et il y a une campagne de financement qui a été lancée. C'est la Fondation Défi qui est très impliqué dans le réseau de la santé, qui est associé au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, qui a lancé cette campagne de financement. On a besoin de 50 000 $ pour lui procurer un bras robotisé. Ça s'appelle un bras Jaco. On va en parler avec sa travailleuse sociale, Cindy Robichaud, qui est avec nous en studio. Bonjour, Cindy. Bonjour. Cindy, tu travailles, c'est le centre L'Émergent sur la rue Évangéline à cette île qui aide les personnes là avec un handicap, qui leur fournit plein de services, hein? Oui, tout à fait. Donc, si on prend le cas de Francis, Francis, dans le fond, sa maman, elle vient de la Basse-Côte-Nord, son papa vient de Schefferville. Pour lui, c'était assez... Ou l'inverse, c'est l'inverse. Mais pour lui, ça serait assez compliqué de demeurer dans ces communautés-là. Hein. Il y avait comme pas le choix, la famille, de venir s'établir à cette île pour avoir un certain nombre de services, quoi. Oui, c'est ça. Dans le fond, autant à la Romaine qu'à Schefferville, pour se déplacer vers les services, c'est très compliqué. Avec un enfant avec de multiples handicaps comme Francis, c'est encore plus compliqué. Il doit avoir accès rapidement et souvent aux services aussi. C'est pour cette raison-là que Marie-Ange, sa mère, a fait le choix de déménager à cette île pour se rapprocher là, des services pour Francis. Mm-hmm. Je vois ça assez révélateur quand tu as nommé en conférence de presse un peu les petits gestes de la vie quotidienne qu'on pense pas, hein, qu'on fait machinalement chaque jour, mais Francis, lui, il peut même pas les faire tout seul, là. S'il a besoin de se gratter, il a besoin de quelqu'un à côté de lui. C'est pas drôle, hein? Non, tout à fait. Il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un avec lui là pour tout ce qu'il a à faire dans sa journée. Il est bon pour écrire des courriels, puis avec Facebook et compagnie, là, mais tout ce qui concerne là, l'habillement, l'hygiène, ouvrir les portes, les lumières, se gratter, comme on disait, utiliser un ustensile pour se nourrir, c'est toujours fait par quelqu'un d'autre, en fait, là. Fait que le bras Jaco lui permettrait de réaliser ces activités-là avec plus d'autonomie.
Puis ça, en même temps, ça libérait un peu la tâche pour les membres de sa famille, là, sa mère, ses frères, sa sœur. Ouais. Il faut dire qu'il y a comme un deadline qui s'en vient, là, parce que Francis, dans la journée, il est à l'école Jean du Nord. On sait comment ça marche au Québec. Le réseau scolaire garde les jeunes handicapés jusqu'à 21 ans. Là, il y a 20 ans, Francis, ça veut dire qu'il achève son stage de jour, là, pendant l'année scolaire à Jean du Nord. Ça veut dire qu'il va être dépendant de sa famille, sa propre famille à lui après ça, là, finalement. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il lui reste la fin de cette année-ci, plus l'année prochaine à l'école. Puis ensuite, Francis, c'est un garçon qui aime bouger, qui est bien impliqué, il va partout, il y a rien à son épreuve. Fait que c'est certain que après son temps en plein à l'école, on pourra pas lui dire maintenant, Francis, tu restes chez toi et tu fais plus rien. Donc ça va être important là qu'il puisse intégrer soit un travail bénévole ou des activités qui va lui plaire et dont il aura les capacités de faire. Puis c'est certain qu'avec le bras Jaco, mais on va augmenter ces capacités-là. Donc on va ouvrir un petit peu plus ses horizons là pour lui permettre de faire des choses là, qui va lui permettre de s'épanouir là, quand il va quitter l'école. Quand tu disais que c'est un jeune dynamique, tu nous as dit aussi jeudi dernier qu'il aimait ça faire de la radio. On va essayer d'organiser quelque chose à un moment donné, de l'amener à la radio. C'était pas possible aujourd'hui à midi, sur l'heure du midi. Là. Francis est à l'école, entre autres, à Jean du Nord. Mais c'est un jeune très actif. Je sais que t'es pas médecin, mais pour comprendre un petit peu la paralysie cérébrale, c'est surtout les mouvements il est pas capable de coordonner ses mouvements là. Et c'est pas nécessairement qu'il est moins intelligent non plus là. Non, c'est ça, Francis. Dans le fond, ses difficultés à lui là, plus en particulier par rapport à notre demande pour le bras Jaco, c'est qu'au niveau de ses mouvements, de ses mains et de ses bras, Francis a de la difficulté à vraiment aller atteindre un objet avec sa main, de prendre l'objet avec sa main et de le ramener vers lui ou de transporter un objet. C'est très difficile. Francis, dans le fond, il y a des mouvements qui sont volontaires, il y a des mouvements qui sont involontaires. Donc, pour les mouvements qui sont volontaires, c'est difficile pour lui de dire, je décide d'aller chercher ce verre-là et de l'amener à moi. Et ces mouvements involontaires rendent la tâche plus difficile parce que ses bras vont un peu dans tous les sens. Quand il est stressé ou quand il est excité, mais c'est pire, là, les bras bougent encore plus. Donc, c'est sûr que le bras Jaco va permettre d'aller atteindre ces objets-là, de transporter des objets qu'il peut pas faire actuellement. Et ce qui est le plus stable pour lui, c'est sa tête. Donc, c'est avec le mouvement de sa tête qu'il pourrait commander le bras, si j'ai bien compris. Là. Oui, c'est en plein ça. Au même titre, dans le fond, qui commande son fauteuil roulant motorisé. Je vous ai dit qu'on pouvait pas amener Francis avec nous ce midi en studio, mais Francis, l'école Jean du Nord, lui fournit un appareil de communication. Puis l'appareil, on a pu l'amener avec nous. Alors, moi, j'ai adressé quelques questions par courriel parce que il est bon sur Internet, il est capable d'envoyer des courriels. Francis m'a répondu cette fin de semaine. Il avait même enregistré une vidéo. J'ai demandé, entre autres, comment as-tu aimé ta première expérience avec un bras Jaco? Parce qu'il l'a déjà essayé. Ça fait plus qu'1 an de ça. On va essayer d'écouter sa réponse qu'il m'a donnée là à cette première question que je lui ai adressée par courriel. C'est une voix synthétique qu'on entend, mais c'est les mots que Francis a choisi de répondre à ma question. Super, j'ai aimé ça. Ben voilà, j'y avais posé la question, comment il a aimé sa première expérience avec un bras Jaco. Par écrit, il m'a aussi inscrit là, wow, je suis très content de moi, je vais pouvoir faire plusieurs choses, plein de choses seul. Ensuite, je lui ai demandé comment ce bras robotisé peut-il améliorer ta vie au quotidien. On peut écouter sa réponse. M'aider à me donner manger, aussi brosser les dents, faire le facteur à mon école et jouer à des jeux de société. Ben voilà sa réponse à ma deuxième question. Par écrit, il m'a aussi inscrit que le bras pourrait m'aider à avoir de l'autonomie sans dépendre des autres dans la vie quotidienne. Ça, c'est une réalité que personne doit être à l'aise, même si c'est un membre de la famille qu'on veut le soutenir. À un moment donné, c'est exigeant, c'est lourd quand même, là. Oui, tout à fait. Dans le fond, Francis est rendu à 20 ans. Fait que c'est sûr, quand on a 5-6 ans, c'est correct que maman brosse les cheveux, que maman m'aide à manger, tout ça, à m'habiller. Quand on est rendu à 20 ans, c'est une autre paire de manches. Au niveau de la normalisation d'un jeune homme de 20 ans, moi, je pense que le bras Jaco va lui permettre d'être plus autonome et plus indépendant aussi des membres de sa famille. Alors, on comprend bien la situation de cette famille. On va maintenant parler de l'implication de la Fondation Défi pour organiser une campagne de financement au profit
pour l'achat là, d'un bras robotisé à Francis Volant-Bellefleur. Ma troisième question que j'ai adressée à Francis, justement, c'est pour lui demander, là, il y a beaucoup de gens autour de toi qui travaillent fort pour te soutenir et organiser une campagne de financement. Alors, quel serait ton message à toutes ces personnes dévouées à ta cause? On écoute la réponse de Francis. Merci, j'ai la chance d'avoir une belle équipe près de moi. Alors voilà, dans la réponse écrite, Francis m'inscrit aussi qui merci beaucoup de me fournir l'enregistrement, qu'il veut remercier vraiment tout le monde là qui est déjà autour de lui, mais aussi tous ceux qui vont collaborer à sa campagne de financement là au cours des prochaines semaines. On se donne le temps quand même d'aller chercher les sous qu'il faut. Ça coûte pas loin de 50 000 $, un bras Jaco. Là, on a pu voir des images à la conférence de presse la semaine dernière. C'est quand même un bras. C'est de la haute technologie quand même, hein? Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que c'est dispendieux comme ça. Donc, dans le fond, c'est environ 43 000 $ un bras. Puis on a arrondi ça à 50 000 $ parce qu'il va y avoir des frais, dans le fond, de réparation, d'entretien qu'il faut tenir compte aussi si on veut que Francis l'utilise longtemps. Donc, pour contribuer par un don, pour Francis, faudrait aller voir là sur le site de la Fondation Défi et envoyer un chèque en mentionnant vraiment là sur le chèque que c'est pour le bras Jaco de Francis, parce qu'à la Fondation Défi, il aide plusieurs personnes et ce qu'ils ont fait pour s'assurer que les sous soient vraiment destinés à Francis, ils ont ouvert un compte exprès pour lui. Donc c'est important là de mentionner que c'est pour Francis là les sous que vous allez faire parvenir. Oui, il y a d'autres façons aussi de faire des dons. Je pense qu'il y a des boîtes entre autres du côté des Galeries Montagnaises à Ouachat-Sept-Îles. On comprend bien que ce serait essentiel pour lui, hein, ce bras-là, surtout quand il sera plus à l'école à temps plein. Comment ça fonctionne? Dans le fond, le gouvernement, pour une personne lourdement handicapée, paye pas ce genre de technologie spécialisée, hein, ou peut peut-être contribuer, mais de façon minime, quoi. Non, c'est ça. Dans le fond, il y a des démarches qui ont été faites auprès de Santé Canada et un bras de cette envergure-là ce n'est pas défrayé, là. Il n'y a pas d'aide financière de Santé Canada. Donc, on doit aller par d'autres sources de financement là, pour lui attribuer son bras. Et là, c'est des employés du réseau de la santé avec la Fondation Défi qui se mobilisent. Faut dire que vous êtes au quotidien avec ce genre de clientèle-là, mais quand même bravo parce que c'est pas tout le temps, pas tout le monde qui se mobilise dans son milieu de travail là, pour des causes comme ça, là. Ah, tout à fait. Puis je tiens aussi à remercier Marie-Ange et sa famille parce qu'ils sont très mobilisés au niveau de Francis. Et les commerçants des Galeries Montagnaises aussi, là, je tenais quand même à préciser lesquels, si vous voulez aller donner des sous. Il y a le dépanneur aux Galeries Montagnaises, il y a la boutique Carambole, la boutique Pot Pourri et la Mercerie L'Or. Donc, il y a des boîtes avec la petite photo de Francis là, qui décrit un peu là, le besoin au niveau du financement. Puis vous pouvez aller porter vos dons là aussi. Un gros merci, Cindy Robichaud, travailleuse sociale au Centre L'Émergent, pour toutes ces informations concernant la campagne de financement de la Fondation Défi pour donner un bras robotisé à Francis Volant-Bellefleur. Merci à sa mère qui est avec nous en studio, mais qui voulait pas parler à la radio ce midi. Merci à Francis également, qui a pris le temps en fin de semaine de nous préparer des réponses à nos petites questions. On lui souhaite bonne chance dans la campagne et on lui souhaite un bras Jaco là, le plus tôt possible. Un gros merci. Merci. On va parler du Téléradioton, Valérie, dans quelques instants. Suzanne Cassista sera avec nous. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Oui, bonjour, ça serait pour faire le changement d'adresse pour Zone Véloski. Oui, l'ancienne adresse, c'est le 881 Boulevard L'Or à Sept-Îles. La nouvelle adresse, c'est le 881 Boulevard L'Or à Sept-Îles. Inquiète-toi pas, Zone Véloski déménage pas loin. On reste à la même adresse, mais on passe d'un bout à l'autre de la bâtisse. Question d'avoir plus de place pour mieux répondre à vos besoins. Plus d'espace, mais toujours le même bon service. Et en plus, on ajoute un coin café avec station de recharge pour téléphone. Zone Véloski, 881 Boulevard L'Or, même adresse, mais dans l'autre coin de la bâtisse. Et suivez Zone Véloski sur Facebook. Top 10
Anglo, Top 10 Franco. Samedi et dimanche, Valérie et moi-même, David, on vous attend pour vous présenter les 10 meilleures chansons de la semaine à Pure FM. Je vous attends les samedis dès 16h avec les meilleures chansons anglophones, mais aussi une nouveauté, un souvenir, une projection et les potins sur vos artistes internationaux préférés. Et le dimanche, c'est moi qui prends les commandes avec les 10 meilleures chansons francophones de la semaine. Pour entendre la musique de l'heure, ne manquez pas le Top 10 anglo le samedi dès 16h et le Top 10 franco le dimanche à 16h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. D'entrée de jeu, je dois féliciter mes deux co-animateurs, Valérie Dionne et Tommy Auger, qui ont travaillé très, très fort un dimanche hier pour le Télé-Radioton. Également, Amy Jane Derry, qui a collaboré à l'animation, et Louise Savard. C'était quand même un bel événement, mais je sais que c'est quand même engageant, puis ça demande une présence constante sur place. Alors, bravo, Valérie. Ben, merci. Écoute, je te dirais, moi, mon travail, c'est la journée même. On a deux personnes qui sont avec nous en studio qui ont travaillé pas mal avant le Télé-Radioton. Donc, je vais prendre les félicitations, mais je vais les renvoyer aussi à Suzanne Cassista, qui est la directrice générale de l'Élim des Sables, et à Monsieur Serge Lévesque, qui était le président d'honneur cette année de cette 8e édition. Là, au lendemain de l'événement, je sais pas si vous êtes à tête reposée, là, ou si vous avez pas eu de la repos, si vous avez pas eu le temps de la reposer, cette tête-là, mais comment on se sent au lendemain du Télé-Radioton? Je crois qu'on est encore dans une espèce d'euphorie, là. On peut pas dire à tête reposée, effectivement. On est encore sous la générosité. On est encore, c'est-à-dire frappé par la générosité des gens. D'accord, on n'a peut-être pas atteint l'objectif au complet, mais quand même, c'est quand même un montant d'argent qu'on n'avait pas avant hier et dont on peut bénéficier maintenant. Donc, c'est tout à fait à l'honneur des gens de la région de cette île qui, encore une fois, se sont montrés fidèles à l'intérêt qu'ils ont vis-à-vis de l'Élim des Sables. Et on invite, d'accord, ces gens-là à continuer leur intérêt tout au cours de l'année. En fait, l'événement d'hier en est un parmi un certain nombre, mais la sollicitation est ouverte à l'année longue. Et encore une fois, on invite les gens à se manifester en tout temps, en toute occasion qui pourrait se prêter à faire un don généreux, quelle que soit l'ampleur de leur don d'ailleurs, envers la Maison des soins palliatifs. Oui, parce que le Télé-Radioton, Suzanne, c'est le plus gros événement de financement pour l'Élim des Sables, et probablement que c'est aussi l'événement qui permet d'en parler et de faire découvrir peut-être aussi cette maison-là à bien des gens. Mais quand on l'a nommé il y a 8 ans, la récolte, elle avait justement ce caractère-là. On peut pas semer et récolter dans la même journée. Donc, on sème toute l'année et on récolte. Donc, on récolte le fruit de plusieurs activités. Parce que si on regardait ça comme ça, la récolte annuelle, c'est 445 000 $. Et cette journée-là, mais on récolte les activités de la journée, de la veille, la générosité des gens qui viennent nous voir dans le centre commercial, mais il y a plusieurs activités qui ont eu lieu au cours de l'année aussi. Alors là, c'était vraiment dans les derniers 48 heures, la récolte, là, qu'on présentait les chiffres obtenus par diverses activités là, qui ont eu lieu, mettons, depuis janvier, là. Alors, ce sont des nouvelles sommes d'argent là, dans les coffres. C'est assez exceptionnel. Bon, là, c'est les chiffres qu'on avait en clôture d'événement, c'était 163 000. Probablement que le bilan a été revu depuis hier. C'est assez exceptionnel de se rendre compte que dans une communauté comme la nôtre, tu le disais, en 48 heures, on est capable d'amasser autant d'argent que ça. Oui, ben c'est 165 000 ce matin. Okay. Ce matin, là, c'était ce chiffre-là. Mais c'est sûr que Internet a fonctionné cette nuit. Il y a des gens encore, je le dis toujours, il y a des gens qui se réveillent le lundi matin qui disent « J'ai pas appelé, j'ai pas pris le temps, je suis pas allé, j'étais en vacances. Voyons, j'ai oublié. » Alors, ces gens-là, ce matin, là, ils nous appellent. « Hey, Suzanne, j'ai oublié. Je suis pas allée ou j'ai pas eu le temps. » Et je comprends ça. Hier, c'était une belle journée. Les gens sont allés dehors. Alors là, les gens nous appellent, viennent donner... et d'autant plus qu'ils ont promis de le faire et là, ils viennent nous le porter. Alors, c'est encore plus apprécié dans ce temps-là. Moi, il me semble que ce que j'ai remarqué cette année, c'est que là, c'est la 8e édition, là.
c'est rodé, là. Ça commence à rouler et beaucoup. Tu dois voir la différence là, entre la première puis la 8e. Hein? C'est une grosse machine. Les gens ont le produit final devant eux, mais derrière, là, c'est toutes des petites tortues des canards qui pédalent vite, là. Mais c'est un petit peu l'image. Vous voyez un Téléthon qui roule, qui va bien, mais derrière ça, là, il y a une centaine de bénévoles là, qui ont travaillé à installer le site jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à le défaire hier. Donc, ça a travaillé encore une bonne partie de la soirée. Et c'est les téléphonistes, c'est les gens au repas, c'est tous ces gens-là, les baladeurs, les animateurs. Donc, c'est beaucoup de gens. Puis les gens sont surpris de dire hey, « c'est gros votre affaire ». Mais oui, c'est gros. Mais c'est un train. Ça roule, puis ça va. La locomotive est partie, puis tout le monde embarque dedans quand c'est le temps, puis ça va super bien. C'est un président d'honneur aussi qui s'est beaucoup impliqué cette année, Monsieur Lévesque. Le travail, la tâche de président d'honneur, comment ça s'est déroulé pour vous? Ben de façon agréable. Écoutez, je savais d'avance en acceptant le poste que ça serait un travail de sollicitation, de contact, et de rencontre et d'envoi de lettres, de très nombreuses lettres qui ont été adressées à différentes personnes ou organismes. Donc, c'est avec plaisir que j'ai joué le rôle. Naturellement, j'aurais été encore plus satisfait si on avait atteint l'objectif tel qu'on se l'était fixé, ou encore plus si elle l'était dépassé, mais c'est pas le cas. Donc, je suis très heureux d'avoir participé à ça. J'étais déjà lié de cœur et aussi d'engagement financier vis-à-vis la ligne des sables. Je pense que ça me convainc davantage de continuer dans ce sens-là et d'inviter d'autres personnes, même si la campagne, c'est-à-dire l'événement d'hier est maintenant terminé, comme je le disais tout à l'heure, ça se poursuit tout au long de l'année. Donc les besoins sont là. C'est le public, dans le fond, qui va faire en sorte que la moitié du budget va être rencontrée et qu'on va assurer la pérennité de cette institution-là. Tout à fait. Moi, ce qui me frappe aussi dans le Téléradioton, c'est toujours les témoignages des familles qui viennent parler et qui nous disent à quel point c'est important, les limes des sables, quand on n'a pas besoin d'y aller. Tu sais, on s'en rend peut-être pas nécessairement compte, mais ces gens-là nous le disent, puis c'est ça qui est beau aussi à chaque année, d'avoir les témoignages de ces gens-là. Effectivement, ces gens-là, malheureusement, ont été exposés dans des circonstances qui les a touchés personnellement. La fin de vie d'un proche, c'est quand même quelque chose d'important comme événement. Et que les gens, d'emblée et de façon spontanée, acceptent d'en faire un témoignage. Ce sont tous des témoignages positifs. Mais bravo. J'admire les gens qui ont accepté de le faire. Et on a entendu des témoignages très convaincants et surtout invitants pour d'autres personnes qui sont exposées de même dans des circonstances semblables, de le faire aussi dans le futur. Tout à fait. En terminant, Suzanne, bon, on a eu, hier, on a amassé de l'argent, c'est le but principal, mais on a eu un bon spectacle également au Téléradioton. Ça fait quelques années déjà qu'il y a des artistes de l'extérieur qui viennent, mais je peux te dire que Wilfred Leboutillier puis Maxime Tremblay hier, là, il était vraiment fin. Hein? Oui, il était vraiment fin, puis ça me fait toujours d'autant plus plaisir quand ils me disent « Hey, c'est incroyable de voir cet événement-là à cette île. » Vous devez faire des jaloux, ça n'a pas de bon sens. Et effectivement, les autres maisons sont un palliatif. Je sais que le Téléradioton veut être copié ailleurs, dans une autre maison, alors je leur souhaite bonne chance. Mais oui, ils sont généreux de leur temps pour venir avec nous, mais ils sont aussi très surpris d'être là et de constater à quel point les gens sont généreux. Puis merci encore une fois à notre transporteur officiel, Straight Air, de nous amener ces gens-là. Ce matin, Emma, Guy Parlier, Wilfred Leboutillier et Maxime sont repartis, contents de leur séjour. Ils n'ont pas dit non pour une prochaine année. Alors ça, c'est l'objectif visé. La porte est ouverte, ça c'est bien aussi. Puis c'est sûr qu'on a nos artistes locaux aussi qui sont là. À chaque année, ils sont présents puis ils donnent de leur temps pour cette cause-là. Donc c'est toujours hyper apprécié. Donc un bilan positif, encore une fois, cette année. Et moi, je me permets de remercier de façon particulière nos principaux partenaires, dont Pure FM, dont vous en faites partie. Et vous, Madame Dionne, m'avez contribué hier à la joie de vivre qu'on sentait sur les lieux. Vous l'avez fait de façon très professionnelle, avec le sourire. Je veux vous remercier. Merci beaucoup, c'est gentil.
Il faut pas oublier, juste, Jean, 2 petites secondes. Les Galeries Montagnaises, merci de nous recevoir à tous les ans. Et Cogeco TV, sans Patrick Delobel et toute son équipe, ça serait pas diffusé. Et merci aussi à Disco Flash qui nous avait fait un site éclairé et le son était, ma foi, très bien. Donc, le son était très bien à la TV aussi. L'image était bonne. En tout cas, moi, je l'ai suivi à la télévision. Puis, on vous voyait fourmiller d'énergie à gauche et à droite, là. Mais tout était bien rodé. Ça rentrait comme des pros. Tout à fait. Ben, Suzanne Cassistan, la directrice générale de l'Élim des Sables, président d'honneur cette année, Monsieur Serge Lévesque, merci beaucoup d'être venu faire le bilan de cette activité-là avec nous ce midi. Merci à vous. Attitude. Bonjour, ici Bruno Desrosiers du Resto-Bar L'Ambiance. Ce qui nous rejoint dans les radios locales d'ici, c'est la proximité. C'est un très bon moyen pour mettre en valeur nos idées promotionnelles. Puis au niveau de l'impact clientèle, c'est quasiment instantané. Là. Je dirais dans les quelques heures qui suivent, là, on entend toujours parler de ce qu'on a annoncé à la radio. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pure FM 94.1. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94.1. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Ben oui, la nouvelle d'intérêt aujourd'hui, on va parler d'éducation en deuxième partie, mais on va parler du projet de Champion Iron, donc avec Steve Chapado. Il est directeur général, je vous le rappelle, de la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, avec qui on va réaliser chaque semaine, chaque lundi, une nouvelle d'intérêt. Bonjour Steve Chapado. Bonjour Jean, bonjour Valérie. Bonjour. Bon choix de parler de Champion Iron. Il me semble que c'est la plus grosse nouvelle d'intérêt qu'on peut pas avoir à cette île. D'ailleurs, Monsieur Catafort est venu rencontrer les gens de la Chambre de commerce récemment avec l'étude de faisabilité positive de Champion pour la réouverture de la mine de fer du lac Bloom. C'est un projet qui se présente bien pour l'instant, hein? En effet, Jean, lorsqu'on parle du projet de Champion, c'est le projet le plus apporté pour l'économie régionale, notamment les impacts directement, oui, à Fermont via la réouverture de la mine, mais également ici à cette île. C'est le projet qui repartirait ni plus ni moins la Pointe-Noire, donc au niveau des opérations de fer. Donc pour nous, c'est le projet prioritaire là pour ce qui doit être réalisé dans les prochains mois. Je ne sais pas si on s'attendait lors de sa venue à la Chambre de commerce à une annonce officielle, mais la même journée, la compagnie a annoncé qu'elle achetait des centaines de wagons là pour son projet au lac Bloom. C'est encourageant quand on dépense des millions pour le transport, c'est parce qu'on va l'ouvrir la mine à un moment donné. Nous, on pense que c'est une question de temps parce que quand on regarde un petit peu l'intérêt de l'entreprise, on voit qu'ils ont annoncé en septembre dernier justement la volonté de réaliser une étude qui a été livrée récemment et qui est positive. On voit qu'ils sont en démarche active pour rechercher du financement. Ça, je pourrais vous expliquer un petit peu en détail comment fonctionne le financement rendu à ce niveau-là. Et aussi, on a le gouvernement aussi qui est actionnaire minoritaire, parce qu'on parle beaucoup de Champion dans le projet du redémarrage de la ligne du Lac Bloom, mais c'est vraiment l'entité juridique, c'est Minerais de fer Québec Inc. Donc, ce qui est actionnaire, ou Champion est actionnaire majoritaire à 62%, sans oublier Investissement Québec qui est l'actionnaire minoritaire, mais quand même important à 38%. Oui. Et au niveau du dernier budget provincial, la semaine dernière, il y a un fonds spécial qui est Capital Mine Hydrocarbures qui permet au gouvernement d'acheter des participations minoritaires dans des projets miniers. Et on voit qu'il y a une somme de 182 millions que le gouvernement a réservé via ce fonds-là. Ouais. Donc, on voit que le levier financier sont à la disposition du gouvernement pour pouvoir investir dans ce projet-là.
Quand on parle d'une nouvelle d'intérêt par excellence pour cette île, ce projet de Champion, faut comprendre que dès l'annonce, ça serait drôlement intéressant pour nos PME parce que c'est une activité qu'on connaît, là, le minerai de fer, la mine du lac Bloom, on la connaît. Ça serait vraiment pas juste intéressant pour le recrutement, les emplois directs, mais quand on parle d'emplois indirects, pour nos PME de cette île, là, ça risque d'être une manne, Champion. Ben oui, c'est parce que autant pour Champion bénéficie justement d'un réseau de sous-traitants ici à cette île qui ont une connaissance accrue de cette entreprise-là et des infrastructures. Pour avoir visité environ une dizaine d'entreprises lors de sa visite du 20 mars, Champion ont vu que beaucoup d'entrepreneurs de cette île, la plupart connaissaient déjà les installations pour y avoir déjà travaillé. Et pour eux, mais le fait de les mettre en relation au niveau de ces entreprises-là, eux, ça leur permet justement de pouvoir entreprendre des travaux dans un délai beaucoup plus rapide que par rapport à une entreprise de l'extérieur qui connaît beaucoup moins les infrastructures. Maintenant, c'est un projet de très grande envergure. Souvent, dans ce genre de projet-là, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre pour le démarrage, la réouverture de la mine du lac Bloom. Justement, tu travailles pour la Caisse d'économie des Jardins des Mines, Métaux, Services publics Côte-Nord. Tu connais ça un peu, là, les organisations, le financement de ce genre de projet-là. C'est quand même gros, là. Ils feront pas affaire avec ta caisse à toi ici, mais ça veut pas dire que le mouvement des jardins, les grandes banques ne seront pas sollicités, là. Ben effectivement, lorsqu'on entre dans ces ordres de grandeur-là, ce que Monsieur Cataford avait annoncé, c'était justement un projet c'était 300 millions. Si on fait un chiffron, à peu près 300 millions pour compléter le démarrage de la mine. De quelle façon que ça se passe à ce niveau-là? Moi, je fais le parallèle avec un individu qui vient voir une institution financière pour se financer, exemple, l'achat d'une maison. Actuellement, les normes, sans passer par les CHL, on y va de façon conventionnelle. L'individu met à peu près 20% de mise de fonds et l'institution financière complète avec 80%. Donc, une maison qu'on payerait 100 000, mais vous voyez, il y a 20 000 qui vient de l'individu et 80 000 qui viendraient d'un prêt hypothécaire. Donc, un ratio de 4 pour 1. L'individu met 1 $ de mise de fonds et l'institution financière en met 4. Donc, un ratio de 4 pour 1. Mais lorsqu'on arrive dans des projets miniers, on arrive avec des ratios où le risque financier est beaucoup plus important. Donc, on arrive avec des ratios de financement qu'on pourrait penser dans le cadre de Champion avec un ratio d'à peu près 2 pour 1. Donc, sur 300 millions d'investissements, il y aurait premièrement 100 millions de mise de fonds que les actionnaires, les deux actionnaires, donc Champion et Investissement Québec devraient être pour combler le 100 millions. Et il y aurait une recherche de financement via des prêteurs, via un 200 millions sur les marchés. OK. En bourse, ça fonctionne pas, ça, émettre des actions en bourse, tout ça, ça permet, ça serait la part, finalement, des deux actionnaires, ça, quoi. Ben, exactement. Les démarches qui sont en cours, c'est voir est-ce qu'il y a des prêteurs pour le 200 millions qui sont intéressés à vouloir investir, à prêter de l'argent pour le démarrage de Champion, pour le 200 millions. Et là-dessus, il y a des institutions financières qui peuvent être approchées, soit de façon seule, ou souvent, dans cet ordre de grandeur-là, ils forment ce qu'on appelle des syndicats bancaires. Donc, des prêteurs qui s'associent ensemble pour prêter de façon conjointe et solidaire un montant. Prenons l'exemple de 200 millions. Il peut y avoir 2, 3, 5 prêteurs qui s'associent ensemble pour prêter le bloc de prêt. Ouais. Et de l'autre côté, mais il y a la mise de fonds, le 100 millions. Le 100 millions, on sait qu'il y a un actionnaire majoritaire qui est à 62% qui est Champion. Eux, c'est une entreprise publique qui fait affaire via la bourse de Toronto. Eux, mais eux sont capables, via certains mécanismes, soit de dire à leurs actionnaires, ils font un appel de capital. Nous, le 62 millions, est-ce que tout le monde, moi, Steve Chappado, j'ai 10% de Champion, faut que je mette 62 millions, donc ma part de 10%, faut que j'apporte 6,2 millions de mon capital personnel pour investir dans Champion, pour garder ma pondération, pour pas me faire diluer. Donc, chaque actionnaire va être d'abord, dans un premier temps, il va avoir un appel de capital pour combler le 62 millions. Et si jamais il manque des sous, il va avoir un appel public à l'épargne, donc des émissions d'actions sur la bourse de Toronto pour combler les montants restants, pour combler la portion de Champion qui est 62 millions. Et par contre, Investissement Québec, eux, mais ce serait dans l'hypothèse de 100 millions, mais eux, il y aurait un appel de capital où ce qui devrait contribuer à raison de 38 millions.
Bon. Ben, c'est à suivre. Je pense qu'on peut être optimiste, là, avec tout ce qu'on a vu. Cliff a quand même laissé des équipements, là, intéressants. On avait déjà fait des investissements importants. On l'a juste pas opéré longtemps, hein. La mine du lac Bloom, tout était prêt pour son opération. Ça fait qu'on va suivre ça de près. Steve, on voulait parler aussi, là, peut-être rapidement, du dynamisme du milieu de l'éducation à cette île. Ça peut faire partie des nouvelles d'intérêt quand on regarde tout ce qui se passe, là. Il y a des projets au centre de formation professionnelle AW Gagné, il y a des projets chez les Inuits, il y a des projets universitaires, des nouveaux programmes qui s'en viennent, qui vont être offerts à cette île. Garder nos jeunes chez nous puis investir en éducation, c'est un bon choix d'habitude d'une société, hein? Ben, c'est la base, hein. Vous êtes entretenu plus tôt avec M. Marquis de l'Institut national des mines, hein. Vous voyez, au niveau Inuit, au niveau de l'ensemble de la population, je pense que nos établissements locaux ici sont fortement impliqués dans l'Institut national des mines pour valoriser la formation. Et au niveau du centre de formation professionnelle, je pense qu'il y a 2 nouvelles d'intérêt ici. C'est que, premièrement, c'est de la construction du nouveau pavillon, actuellement que les travaux avancent bien, dans les échéanciers, qui devraient être livrés pour la fin août. Donc, le temps que ça soit rodé au cours de l'automne, installer les équipements, etc. Donc, il y aurait un début des cours déjà début 2018 dans le nouvel établissement. Et sans compter l'établissement actuel qui est annexé justement à l'école Manicouté, qui a été complètement rénové. Il y a une journée porte ouverte qui se déroule justement ce dimanche, le 9 avril. C'est d'ailleurs ceux qui passent devant la rue Comeau, là, il y a une affiche là, au 30 Comeau qui informe la population de ça. Donc c'est une opportunité pour aller visiter autant les enseignants, les élèves et même les anciens qui vont être là, qui vont être capables de parler ce qu'ils font. Et de mettre en valeur aussi leurs 13 programmes qui sont offerts, notamment Forage Dynamitage, qui est un nouveau programme, et une série d'autres programmes, charpenterie, menuiserie, dessin industriel, soudage, montage, comptabilité, électricité, secrétariat, mécanique industrielle, construction, esthétique, mécanique d'engin de chantier, santé, assistance à soins infirmiers, qui est plus infirmier auxiliaire, et assistance à la personne en établissement, plus préposé aux bénéficiaires. Donc, vous voyez qu'il y a 13 programmes qui sont assez riches pour supporter. Vous voyez, nos grandes organisations à cette île, qu'on parle du niveau de la santé, au niveau de la grande industrie et au niveau des PME, on pense qu'on a vraiment un excellent coup là, avec le dynamisme du centre de formation professionnelle. Et dans un deuxième temps, il y a l'UQAC qui offre maintenant des nouveaux programmes à temps plein. Pour ceux qui ne le savent pas, le bac en soins infirmiers. Donc, pour pouvoir qualifier la main-d'œuvre actuellement avec une meilleure scolarité, donc va être offert de façon continue au cours des prochaines années, le bac en sciences infirmières. Il va y avoir également, à partir de cet automne, le bac en administration qui va être offert à temps complet. Et sans compter la deuxième cycle, une maîtrise en éducation. Donc, pour les enseignants qui veulent venir chercher une scolarité additionnelle, il va y avoir également un programme court en adaptation scolaire et un certificat en psychologie du travail des organisations pour les gestionnaires. Donc, je pense que le milieu de l'éducation, actuellement, il y a un excellent dynamisme de par nos établissements au niveau du centre de formation et au niveau également de l'UQAC, sans compter de ce qui se passe au niveau du cégep. Mais pour aujourd'hui, on va se garder des nouvelles d'intérêt pour un peu plus tard. Ben oui, voilà. Ben un gros merci, Steve Chappado, pour cette première vraie chronique. La semaine dernière, tu étais là pour nous parler un peu de l'idée derrière cette chronique, la bonne, comment est-ce qu'on va pas la bonne nouvelle? La nouvelle d'intérêt. Voilà. C'est quand même tout le temps une bonne nouvelle économique qu'on va chercher, là, à chaque lundi comme ça, à notre émission Côte-Nord Attitude. Un gros merci, Steve Chappado. Je rappelle que tu es directeur de la Caisse d'économie des jardins des mines, métaux et services publics Côte-Nord qui nous propose cette chronique à chaque semaine dorénavant. Merci à vous. Et Valérie, merci beaucoup pour la co-animation de cette première de la semaine à Côte-Nord Attitude. Désolé auprès des gens à l'écoute pour ma voix un peu grippée. On va essayer de l'améliorer dans les prochaines heures. Demain, Tommy Auger sera avec moi en co-animation à cette émission d'actualité et d'affaires publiques. Bye! Au revoir tout le monde.